j'ai une sorte d'itinéraire croisé. Dès ma jeunesse, j'étais intéressé de très loin, quand j'étais enfant puis adolescent, par ce qu'il était convenu d'appeler l'Orient, et plutôt l'Orient traditionnel, à travers des paysages de palmiers, de villes arabes, voilà. Et je ne sais pas, je n'ose pas dire alors je dirais ce sentiment, cette espèce de vague sentiment, en effet, s'est peut-être trouvé conforté à l'occasion d'un voyage de récompense, disons, pour certains étudiants en Afrique du Nord. C'était en l'année donc 1946. Après quoi, j'ai préparé l'école normale et je m'acheminais tout doucement vers une carrière, mettons classique, français, latin, grec, avec des perspectives classiques aussi, l'école de Rome ou l'école d'Athènes. Et puis à ma première année d'école normale, une sorte de folie heureuse m'a pris, la folie d'aller voir de l'autre côté de la mer. Alors j'ai eu un parcours un peu sinueux parce que j'avais 3 ans avant l'agrégation et je ne pouvais pas en 3 ans prétendre me présenter à l'agrégation d'arabe. Alors j'ai fait de l'arabe, dirais-je, pour mon plaisir personnel, de ci de là, quand ça me plaisait en effet. Puis j'ai passé une agrégation classique, de grammaire en l'occurrence. Après quoi, je suis allé en Syrie comme boursier du ministère des Affaires étrangères, des Affaires culturelles, avec l'intention de faire quelque chose, en effet, de l'autre côté de la mer. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails, il se trouve que j'avais songé à ce moment-là à une carrière plutôt de diplomate, où je pensais, naïvement peut-être, que l'arabe me serait un atout. J'ai donc hésité, je suis parti un peu en dehors du domaine en Éthiopie, puis je suis rentré, j'ai passé 4 ans aux affaires culturelles et aux affaires étrangères, et puis j'ai été nommé à ce moment-là conseiller culturel au Caire. Et là j'abrège, les affaires ont mal tourné, bon, j'ai été avec d'autres diplomates l'objet d'un procès en espionnage, et j'ai réfléchi à mon sort, évidemment, d'abord actuel, mais après la liberté, de laquelle je rêvais, fort heureusement, après la liberté de ce que je ferais. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il n'y avait pas de plus belle chose, en tout cas pour moi, que d'être enseignant, chercheur et écrivain. Et c'est de là, véritablement, des années 60, en gros, que je peux fixer définitivement ma vocation d'arabisant. Je n'arrivais pas seul comme ça, même si j'étais seul de mon genre à l'école normale, je n'étais pas le seul orientaliste de l'époque. Bon, j'ai fréquenté un peu les langues orientales, j'ai connu Berck, un peu aussi Massignon, Maxime Rodinson, mais mon maître, celui qui m'a guidé véritablement, fut Régis Blachère. C'est lui qui, le premier, m'a dit « tel que vous êtes parti », c'est-à-dire sans une base à l'origine, bonne base, langues orientales, par exemple, il faut que vous accrochez tout de suite au texte. C'est lui donc qui m'a fait, dès mon diplôme d'études supérieures, fait traduire déjà quelques géographes arabes, enfin quelques pages de géographes arabes, et c'est lui, quand j'étais à Damas, qui m'a incité à traduire le livre de Khalila Edimna, qui effectivement a été mon premier livre publié. Pour moi donc, le maître c'est Blachère, même si j'ai eu évidemment des collègues à qui par la suite j'ai lu beaucoup et avec lesquels j'ai entretenu pas mal de relations. J'ai abordé la géographie arabe sous 2 angles. D'abord, je me suis demandé quel statut elle avait à l'intérieur des lettres arabes. Et j'ai découvert qu'au fur et à mesure des œuvres, il y avait une volonté affirmée des auteurs, ou du moins de certains auteurs, de faire là œuvre littéraire, c'est-à-dire d'intégrer la géographie arabe au corpus de ce que les Arabes appelaient l'adab, les belles lettres. Mais d'autre part,
Et là, j'ai été certainement influencé par les travaux de grands historiens comme Brodel ou Duby. J'ai voulu prendre la littérature géographique arabe comme source d'une vision interne des Arabes par eux-mêmes. J'ai voulu savoir des exemples simples, ce qu'était pour eux une ville, un fleuve, l'organisation d'une société, les rapports avec autrui. Et c'est cela que la littérature géographique arabe m'a aidé à explorer autant que je l'ai pu. Mon enseignement au Collège de France est évidemment un des grands moments de ma vie. Mais pédagogiquement, les joies les plus profondes que j'ai ressenties, elles viennent de l'université, de mes contacts avec les étudiants, et notamment au séminaire pour les maîtrises ou les thèses de doctorat. Le Collège de France est autre chose. C'est une recherche libre, libre de tout, sauf de rester enfermée en elle-même. Je veux dire qu'au Collège de France, on cherche, mais obligatoirement, on enseigne la recherche que l'on fait. Et non seulement on l'enseigne, mais on la produit sous forme de livres. Et c'est cela, le caractère exaltant de l'enseignement au Collège de France. C'est qu'on est tenu, perpétuellement tenu, de produire autant que d'enseigner. J'ai un souvenir qui me revient. Ma première année, j'avais préparé un cours, je ne sais plus sur quoi, peu importe, et j'ai abordé l'année, ma leçon inaugurale était en décembre, avec l'espoir, tranquille, que j'en avais assez pour l'année. Au bout de 2 heures, je me suis aperçu en fait que j'avais épuisé tout ce que j'avais préparé. Et donc vous devinez que la tâche a été ensuite continue et rude pour arriver jusqu'à la fin de l'année. C'est donc cela le collège, l'art de préparer un enseignement, de le diffuser à un public qui n'est pas forcément averti, ni de la discipline que vous enseignez, ni de tel ou tel aspect que vous enseignez. Et au fait, c'est très bien comme ça, puisqu'en principe, on est là pour apporter quelque chose de nouveau. Mais le Collège de France, c'est cela, c'est la recherche. Alors quant à la tradition, oui, bien sûr, il y a une tradition qu'on appelait orientaliste au Collège de France et qui a été là dès les débuts, ou presque début. L'arabe ne figure pas dans les toutes premières chaires 5 ou 7 du Collège de France, créées par François Ier, mais il est venu très vite dans les années qui ont immédiatement suivi. Et la tradition de l'arabe et plus généralement des études orientales avec le turc, le persan et aussi l'islamologie s'est perpétuée vraiment, y compris jusqu'à aujourd'hui, où là, la tradition se maintient avec une histoire du monde arabe contemporain avec mon collègue Henri Laurence. Le souvenir de Jamal Eddin Bencher est ineffaçable. Nous nous sommes connus surtout à partir de sa soutenance de thèse. Nous nous connaissions avant, mais là, véritablement, sa thèse sur la poésie arabe classique a été, pour mes recherches, déterminante, ou en tout cas très encourageante. Pourquoi ? Parce que Jamal a immédiatement compris pourquoi j'étais allé à la littérature arabe. Je suis allé à la littérature arabe, au départ un peu, c'est vrai, pour me donner une espèce de look à l'école normale. J'étais le seul à faire de l'arabe. Mais très vite après, je me suis rendu compte de ce que j'allais chercher, à savoir comment, d'abord, est-ce que je retrouverai, et sous quelle forme, ce que je pense moi, et ce que l'humanité pense avec moi, des grands problèmes qui la hantent, l'amour, la mort, l'au-delà, la vie en commun, enfin, toutes les questions que l'on peut se poser. Et je suis donc immédiatement allé à la poésie. Pourquoi ? Parce que je savais, presque d'instinct à ce moment-là, après, j'ai pu m'en donner les preuves, que ce que vous, Arabes, vous appelez, classique, pardon,
vous appelez dans les lettres classiques la littérature, c'est la poésie. Pourquoi? Parce que la prose, dans les lettres arabes classiques, fait intervenir en effet la personne, mais en tant que témoin. En prose, on écrit pour dire des choses sérieuses, pour dire j'ai vu ceci, j'enseigne cela, je pense cela. Faire intervenir le je comme personne, avec ses sentiments propres, et peut-être les égarements d'une personne, ça n'est pas permis. Vous savez pourquoi? C'est parce que la prose, c'est le Coran, et qu'on n'a pas le droit de tricher avec un modèle. En revanche, en effet, la littérature, c'est la poésie, parce que le poète, lui, peut tout se permettre. Comme le disait un de vos grands prédécesseurs, je crois que c'était Abou-Nowas, en poésie, je me suis permis tout, sauf le péché de ne pas croire. Comme cela, était tranquille. Le jeu, dont le jeu en tant que personne, c'est la poésie. Et c'est par là, en effet, que je voulais sonder ce qui me tenait à cœur, répondre à la question que je me posais. Je suis donc allé à la poésie. Et je dirais que d'abord, j'ai eu des difficultés parce que je me suis dit, après tout, pourquoi aller chercher ailleurs ce que mes poètes, à moi, m'offrent depuis le XVIe siècle, pour rester dans la poésie classique, jusqu'au XIXe. Alors, j'ai lu un ou deux traités de savants du Moyen-Âge sur la prose, la poésie, ce que l'on entendait par la signification, le marna, la balare, l'efficience par laquelle le discours poétique ou prosaïque arrive à ses fins. Et parce que je m'étais posé la question, certains de mes vieux maîtres me disaient « les Arabes n'entendent rien dans la poésie, après tout, depuis on a fait mieux ». Alors je me suis posé la question brutalement, ou bien les Arabes ne comprennent rien à la poésie, ou bien c'est moi qui ne comprends rien à la poésie arabe. J'ai donc exploré, ou très peu, un ou deux de ces traités, et j'ai compris l'essence de la poésie, à savoir que le discours en vers, permettait en effet de crever les limites du discours ordinaire pour aller au-delà. Je prends un seul exemple. Quand l'un de ses plus grands poètes, Moutanabi, qui est le plus classique, je crois, par excellence, qui donne dans les genres les plus classiques, le panégyrique, la critique, bon, etc. Mais quand, à un moment donné, il dit « Je suis tellement fort que lorsque j'écris, l'encre de mes vers devient immédiatement blanche », nous sommes dans la poésie pure, non seulement la poésie de ce temps, la poésie classique, mais la poésie telle que nous l'entendons aujourd'hui, qui est elle-même son propre espace, son propre domaine, ses propres moyens et ses propres fins. Alors c'est donc pour ça que je suis allé à la poésie, et j'ai été évidemment beaucoup aidé par Jamal Eddine, qui de temps en temps me dit « T'as pas lu un tel ?» Je lui dis « Non, tu devrais. » Bon, alors, petit à petit, comme ça, j'ai fait, pas mes apprentissages, parce que c'était déjà un peu fait, mais j'ai fait ma confirmation, je dirais, dans l'étude de la poésie. Quand je regarde autour de moi, le vieil homme que je suis est un peu triste, pas se le cacher. Mais je veux tout de même garder confiance, parce que ce monde arabe, je ne peux pas dire que je le connais entièrement, mais je le connais à travers certains de mes amis, comme vous, et d'autres, Jamal, disparu, et d'autres que je connais, d'anciens élèves qui me téléphonent régulièrement, du Maroc, du Bahreïn, d'Égypte ou d'ailleurs, et qui me rassurent, qui me disent « ça ne peut pas durer comme cela. Il faut qu'un jour ou l'autre, et je le crois, le monde arabe se ressaisisse. » En fait, il a été ce monde exemplaire à une époque où ma civilisation ne l'était pas. Dans les années du califat de Bagdad, dans les années entre 750 et 1000, qu'est-ce que je vois? Une civilisation ouverte sur l'extérieur, qui traduit les œuvres étrangères, qui en profite pour aller plus loin, qui en profite pour réfléchir sur sa religion, avec notamment la littérature mystique, pour ne parler que de celle-là, qui laisse la liberté aux poètes, aux inventeurs, aux philosophes, aux scientifiques,
qui font faire à la science, qui hérite, bon, parce que toute civilisation hérite des autres. Celle-là, la vôtre, a hérité en effet de l'Inde, de la Perse, de la Grèce, mais cet héritage, elle en a fait autre chose. Elle l'a développé. Elle l'a si bien développé qu'elle l'a transmis à mon Europe du Moyen-Âge. Donc c'est à cette tradition que je me réfère, et c'est à cette tradition que j'appelle le monde arabe aujourd'hui à revoir et à faire revivre dans le contexte contemporain. Il n'est pas question de reproduire tels quels les moyens d'une autre époque. Il est question de reproduire l'esprit d'une autre époque dans l'esprit de temps nouveau.